Chère Hélène Suarez-Labatte, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes psychanalyste, membre titulaire formateur à la Société psychanalytique de Paris. Vous avez été professeur associé au laboratoire de psychologie clinique, de psychopathologie et de psychanalyse à l'Université Paris-Cité. Vous venez de terminer votre mandat de vice-présidente de la Société du Rorschach et des méthodes projectives de la langue française. Vous êtes également membre de la Société européenne pour la psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent, mais aussi membre de la coordination internationale entre psychothérapeutes et psychanalystes s'occupant des personnes avec autisme. Dans l'engagement qui est le vôtre, quels sont les repères que vous pensez comme les plus significatifs de votre parcours? Alors les repères les plus significatifs de mon parcours, il me semble qu'ils s'originent dans l'approche de la différence. L'approche de la différence et que mon engagement auprès des enfants et des adultes autistes qui s'est déployé assez tôt dans ma carrière m'a permis de pouvoir penser ce repère pour d'autres aussi psychopathologies. Et puis cet engagement aussi, il est auprès des familles, des enfants, que nous avons beaucoup soutenu avec Geneviève Vague dans notre travail pour permettre à ces enfants d'être accueillis dans un certain nombre d'institutions. Et donc c'est un travail, on va dire peut-être militant. Beaucoup de collègues nous ont appelés les militantes de l'autisme, mais c'est surtout l'idée dans ce parcours de pouvoir mettre au jour l'obscurité dans laquelle les autistes ont été maintenus pendant des années. Et le parcours aussi peut-être concomitant entre la psychanalyse, l'université et puis le travail de recherche à partir de la métapsychologie psychanalytique. Mais alors au fond, pourquoi la psychanalyse? Mais parce que la psychanalyse a été créée par un homme qui s'est intéressé aux profondeurs de l'âme humaine et que la psychanalyse nous aide à comprendre les circulations internes chez chacun d'entre nous et aussi comment de l'individuel au collectif on peut comprendre le déploiement de ces mouvements. À quel moment a débuté votre carrière universitaire? Ma carrière universitaire a démarré il y a maintenant une trentaine d'années à peu près. En fait, elle a démarré par l'enseignement des méthodes projectives. Et l'enseignement des méthodes projectives, elle a été suscité par le travail de Catherine Chabert, de Michel Emmanuelli, de Rosine Debré. Et ce travail universitaire s'est prolongé par une thèse qui a été dirigée par Bernard Gols et Catherine Chabert et qui portait sur les processus de changement dans les états autistiques. Et j'ai soutenu cette thèse en 2011, ça fait déjà maintenant un certain temps, et je suis devenue professeur associé il y a quelques années. Ce qui m'a toujours frappé dans vos travaux, c'est ce côté extrêmement poétique de vos textes. Paysage autistique, dites-vous, archives antérieures, géographie identificatoire, d'où vous vient-elle
cette poésie? Alors, cette poésie me vient peut-être de ma double nationalité, peut-être, parce que je suis née en France, certes, mais mes origines sont en Espagne. Et donc, et peut-être l'exil aide à penser justement la notion d'espace psychique, puisque quoi qu'il arrive, on conserve son espace psychique, même dans les pires conditions. Et cette notion d'espace, en fait, a plusieurs origines aussi métapsychologiques. Freud est le premier, enfin fait partie, certes c'est le père de la psychanalyse, mais nous a beaucoup montré comment il s'appuyait aussi sur beaucoup de métaphores spatiales, hein, dès ses premiers travaux d'ailleurs, hein, lorsqu'il différencie la représentation de choses et la représentation de mots via les sensations. Et donc ces sensations qui sont présentes dans la représentation de choses et pas dans la représentation de mots, en tout cas dans l'éprouvé. Alors ces métaphores aussi spatiales sont peut-être aussi induites par le travail auprès des autistes avec lesquels il faut penser justement tout le registre, les différents registres des représentations spatiales. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser pour emprunter votre expression à la clinique des paysages autistiques? Cette clinique des paysages autistiques a été longtemps laissée dans l'ombre, voire dans l'obscurité, et découvrir dans le travail de la séance les mises en forme de ces paysages m'a conduite à penser en termes de représentation spatiale, et puis aussi des auteurs qui m'ont aidé à comprendre ce mouvement de construction de paysages intérieurs. C'est André Green, autour du concept de limite et des portes du corps. Dans son texte, le concept de limite, il utilise les portes du corps comme premier paysage interne. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et puis le paysage, c'est aussi Jean-Pierre Vernant, l'arrière-pays, et aussi Bonnefoy. Enfin, c'est Pérec aussi. En tout cas, c'est toute une métaphore de l'espace, là de nouveau, qui m'a beaucoup soutenue dans mon travail, parfois ingrat, séance après séance auprès d'enfants autistes. Dans un de vos textes, vous affirmez l'importance avec cette clinique de proposer un cadre thérapeutique où quelqu'un pourrait poser sur eux un autre regard, non celui de la déficience, dites-vous, mais celui de la différence. Comment comprenez-vous cette différence? Cette différence, elle est, comme je vous disais tout à l'heure, elle est issue du travail auprès de Geneviève Hague, qui a consacré sa vie à développer un dispositif thérapeutique qui était d'ailleurs très critiqué à l'époque, puisque la psychanalyse était reconnue comme une méthode presque unique, et elle a diversifié les approches pour ces enfants, particulièrement dans le dispositif thérapeutique, qui a permis justement de penser les différences autrement pour se dégager de l'impact, alors qui était aussi de l'époque, hein, de la déficience qui était attribuée à ces enfants qui étaient inéducables, intestables et intraitables. Dans vos travaux, une grande place est donnée aux expériences du corps, et notamment aux auto-érotismes. Dans un très bel article que vous publiez en 2021, Les archives intérieures, 209 rue Saint-Maur, vous citez Didier Anzieux, au fond de soi, le toucher. Puis, Aaron Appelfeld, les paumes des mains, le dos et les genoux se souviennent plus que la mémoire. Dans le même texte, vous évoquez notamment André Green, qui dit la chose suivante. Là où la pensée philosophique cherchait ses marques dans les hautes sphères de la pensée, Freud ramène la question au niveau du sous-sol. Alors,
la psychanalyse ramène la question au niveau du sous-sol. Absolument. La psychanalyse permet justement de pouvoir comprendre, alors il faut toujours beaucoup de temps et de rencontres suffisamment fréquentes, mais elle permet de pouvoir approcher cette profondeur inconnue même de la personne ou du patient, de la patiente, à travers ces modalités de travail qui sont le transfert et le contre-transfert. Alors, bien entendu, cette étude des profondeurs de l'âme humaine, Freud a pu l'approcher à travers l'hystérie. Et dans le travail que j'ai mené récemment autour du travail d'identification, je me suis beaucoup repenchée sur tous ces travaux qui sont déployés autour de l'hystérie, où on voit combien ils cherchent à pouvoir penser le sous-sol de ces manifestations hystériques et qui finalement nous amènent aussi à penser les auto-érotismes, même plus d'une centaine d'années plus tard de ses premiers travaux, où il a pu approcher cette idée de l'obstacle. Quel obstacle a frappé l'hystérique, et notamment dans les études sur l'hystérie et sur son chapitre sur la psychothérapie des hystériques, on voit bien comment il y revient à plusieurs reprises sur cet obstacle, alors il dit pas introjection à l'époque, mais on va dire d'appréhension, d'assimilation de ce qu'il appellera plus tard des auto-érotismes. Pensez-vous que ce sont les expériences du corps, et notamment les auto-érotismes, qui marquent une profonde différence entre les fonctionnements psychotiques et les fonctionnements des paysages autistiques? C'est une différence qui s'est développée très très récemment, de par justement tous les travaux des post-kleiniens, Frances Tostin, Donald Melzer, et puis plus récemment Geneviève Hague, Didier Houzel, Florence Guignard, autour de cette représentation de la construction des auto-érotismes qui est très différente selon qu'on est dans une psychopathologie psychotique ou dans une psychopathologie autistique. Parfois, on a des états mixtes, justement, qui peuvent nous faire douter du fond autistique ou du fond plus psychotique, mais le travail, le croisement avec le travail d'André Green sur les pathologies limites, et celui de Mises aussi, nous permet de pouvoir penser, justement, les auto-érotismes, la construction des auto-érotismes de façon très différenciée selon qu'on est dans une psychopathologie psychotique ou autistique. Pour penser cette différence, vous proposez un autre concept, celui de l'objet en pièces détachées. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par cela? L'objet en pièces détachées m'est venu de différentes sources, on pourrait dire. Dans un premier temps, ce sont des mouvements contre-transférentiels qui m'ont aidé à comprendre ce que je pouvais éprouver lorsque l'enfant ou l'adolescent se trouvait dans des mouvements de démantèlement, des auto-érotismes et donc des sensorialités qui habitent les auto-érotismes, et que me sentir en pièces détachées moi-même comme une pièce d'un moteur qui me lâchait et qui faisait que par les mouvements de dépression primaire, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre que ces chutes de tonus venaient en fait de pièces détachées qui se décomposaient à mon insu, dans des moments où l'enfant ou l'adolescent se retrouvait lui-même dans ces moments de démantèlement des sensorialités. Et donc ce mouvement-là m'a amené à penser l'objet en pièces détachées, et puis aussi la façon dont les patients pouvaient en parler dans l'après-coup, et les patients adultes notamment, et qui me faisaient rééprouver dans le contre-transfert ces mouvements plus à minima, mais qui étaient
dans les mouvements contre-transférentiels, en contact avec ce que j'avais éprouvé avec des enfants auparavant. En effet, dans votre texte consacré à l'objet en pièces détachées, vous remarquez que la question des éprouvés corporels ne se situe pas uniquement du côté du patient, durant le temps du travail psychique partagé, mais également du côté du clinicien. Vous rapportez une sensation subite d'être une statue de sable au bord de la dissolution, lors des séances avec un jeune enfant. Cette dispersion des sensations produit un démantèlement de l'appareil psychique, comme s'il tombait en morceaux. J'ajoute en pièces détachées sans qu'elles soient abîmées ni détruites. Alors le démantèlement serait une traduction de la non-intégration de la différente partie de l'image du corps, d'un corps au bord de la dislocation. Tout à fait, c'est-à-dire que la dislocation de l'assemblage du sexuel infantile se retrouve fragmentée de façon totalement différente dans la psychopathologie psychotique où là il est explosé, où il est morcelé. Pendant longtemps d'ailleurs, on a confondu fragmentation et morcellement. Alors, il se trouve parfois il y a des états mixtes où on a à la fois des mouvements de morcellement et de fragmentation, mais repérer ce mouvement de démantèlement dans le contre-transfert en se sentant soi-même fragmenté aide à penser justement ces traces invisibles chez des adultes qui ont des enclaves autistiques, alors que c'est beaucoup plus dans une approche beaucoup plus facile, on pourrait dire maintenant, je le dis maintenant parce que quand j'ai travaillé pendant de longues années auprès d'enfants autistes, ça n'était pas évident de pouvoir penser justement cet objet en pièces détachées qui pouvait se réassembler après avoir vécu ce moment de survie psychique, parce que le démantèlement, c'est une expression de survie chez l'être humain, qui a été décrit d'ailleurs dans la littérature des camps bien souvent. L'année dernière, vous avez présenté au congrès de psychanalystes de langue française, consacré au thème « S'identifier », un rapport au titre « Les voies identificatoires entre douleur et satisfaction ». On peut en effet déjà voir le voyage. Vous avez choisi pour commencer votre rapport une lettre de Freud extrêmement émouvante, où il évoque les deux espoirs qui subsistent pour lui à la fin de sa vie, en ces tristes jours, dit-il, où le nazisme dévaste l'Europe. Il les adresse à son fils. Vous revoir tous réunis et mourir libre. Comparé au fait d'être libre, rien n'a d'importance, écrit-il. Comment comprenons-nous en psychanalyse cette notion de liberté? Que veut-il dire être libre du point de vue psychanalytique? Il me semble que du point de vue psychanalytique, lorsque Freud revient sur cette liberté retrouvée dans la perspective de rejoindre les siens à Londres, il rend compte de la liberté de pouvoir penser la vérité. Et la vérité, il va la travailler d'ailleurs dans son texte sur le monothéisme, et il va s'emparer de ce mouvement comme testament, entre autres, de pouvoir penser cette vérité comme une ultime liberté de penser, mais aussi de lien avec l'autre à l'intérieur de soi-même. Et que ce travail autour du Moïse qu'il va pouvoir reprendre va lui permettre de pouvoir quitter les siens, je pense, dans la plus grande paix. Alors que cette liberté lui a été, d'une certaine façon, confisquée à Vienne, je pense que cette liberté aussi, elle est la liberté qu'il a toujours eu en lui, c'est-à-dire cette liberté de pouvoir jouer avec ses auto-érotismes.
Et je pense que son œuvre est traversée de bout en bout par ce travail de recherche, de jeu entre liberté et vérité. Lors de la discussion qui a suivi votre présentation, François Hartmann a terminé son discours en s'adressant à vous de la façon suivante. Chère Hélène Suarez-Labatte, vos références m'étaient étrangères, mais au fil du temps, j'ai appris à les connaître et à vous connaître, et m'ouvrir ainsi à certaines questions issues de ma pratique qui, chez moi, étaient restées en suspens. Étant dans la salle, j'étais extrêmement touchée par cette remarque qui témoigne à la fois de la grande reconnaissance de l'originalité de vos travaux et de leur intérêt clinique, mais qui met aussi l'accent sur le fait que les travaux autour des paysages autistiques restent un terrain peu connu pour les psychanalystes français. Comment nous pouvons comprendre cela ? François Hartmann m'a beaucoup appris dans ce travail pré-présentation du rapport, parce que nous avons été en lien pendant les 3-4 mois avant le CPLF, et donc il était très étonné de ce que je pouvais raconter dans le rapport, notamment de la clinique, de la lisibilité de la clinique des sous-sols de chaque patient, et donc de ces voies identificatoires entre douleur et satisfaction dont il ne soupçonnait pas l'interprétation possible. En tout cas, dans ces sous-sols éloignés. Et donc, je le remercie encore beaucoup de m'avoir permis notamment de travailler avec lui et de pouvoir donner plus de peut-être d'éclaircissement à ce travail du sous-sol qui n'est pas toujours aisé, du fait que quand on travaille avec des enfants autistes ou des adultes autistes, adolescents autistes, on est parfois dans des contrées très éloignées dire de la compréhension du rez-de-chaussée même parfois, ou du premier étage, voire du grenier, n'en parlons pas. Et donc ce travail on pourrait dire d'éblément ou d'expression, de reconnaître les expressions de ces voies identificatoires, qui d'ailleurs sont souvent cité par Freud aussi tout au long de son œuvre autour des voix nouvelles ou des voix anciennes. Alors là, de nouveau, il avait utilisé une métaphore, on va dire spatiale, hein, et cette métaphore spatiale est intéressante à pouvoir penser dans ses prolongements autour de ce travail des identifications qui se déploie sur un mode processuel, même s'il est reconnu par Freud dans le tournant des années 20 comme un lien immédiat. Il va connaître ensuite toute un remaniement, des remaniements extrêmement importants et renouvelés jusqu'à la fin de la vie. Dans ce rapport, vous parlez de l'identification comme d'un processus et non pas comme d'un fait accompli. Plus précisément, vous évoquez le travail des identifications. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les spécificités de ce travail ? Ce travail d'identification, il se déploie dans un premier temps dans la rencontre avec l'objet, avec l'autre, et notamment autour de ce contact, autour du regard et du lien entre le pouce et la bouche, et aussi avec le sein maternel, bien entendu, ou en tout cas son équivalent, et que ce mouvement processuel va s'inscrire dans le corps au fur et à mesure du développement, au fur et à mesure aussi des avatars de ce développement. Et donc c'est là où on peut se référer à ce que Winnicott a pu noter autour des non-intégrations, des intégrations, voire des désintégrations
ce triptyque de mouvements d'inscription des identifications m'a beaucoup aidé à comprendre justement cette non-intégration via le démantèlement des sensorialités qui n'arrivent pas à pouvoir s'inscrire dans un lien avec l'affect et les représentations. Et donc, ces mouvements processuels aident à comprendre aussi comment ces identifications intracorporelles, comme Geneviève Hague les a nommées, restent en nous eh bien, dans une intégration ou une non-intégration, une désintégration tout au long de notre vie, et que si on ne rencontre pas un analyste avec lequel on va pouvoir eh bien, travailler ces inscriptions, ou ces non-inscriptions, ou ces désinscriptions, on risque d'être effectivement d'être bloqué, on pourrait dire, ou en tout cas coincé dans des affects coincés. Peut-être aussi l'affect coincé est à mettre aussi en lien avec ce travail des identifications qui ne permet pas pour un certain nombre de se dégager de souffrance et d'un masochisme persistant qui aussi coince dans la compulsion de répétition. Donc ce travail des identifications, c'est quelque chose d'inconscient en fait. C'est inconscient. Alors, en grande partie, inconscient, bien entendu, et donc c'est ce qui m'a amené à penser le travail aussi des archives intérieures, qui pouvaient surgir dans le transfert ou le coto-transfert de façon parfois inattendue, d'un lien avec l'objet que je ne soupçonnais pas, mais parce que j'avais la représentation aussi spatiale, interne, de ces mouvements du sous-sol qui sont parfois difficiles à reconnaître, et c'est ce que d'ailleurs François Hartmann m'a beaucoup transmis de sa connaissance et de sa nouvelle connaissance de ces réseaux, pourrait dire, internes souterrains. Dans vos écrits, vous faites souvent référence aux travaux de Geneviève Hague. Tout à l'heure, vous avez parlé de la notion peu connue, celle des identifications intracorporelles. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Cette notion d'identification intracorporelle suscite beaucoup de commentaires et parfois d'interprétations qui sont pas tout à fait, on va dire, dans le sens de ce que a voulu transmettre Geneviève Hague. Et effectivement, il faut pouvoir avoir connu les sous-sols pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Parce que lorsqu'elle découvre les enfin ce qu'elle va appeler identification intracorporelle, il s'agit, d'ailleurs c'est un article qui est paru en 1984, La mère et le bébé dans la moitié du corps, dans les deux moitiés du corps, c'est-à-dire ce qu'elle va se rendre compte dans le dégel de l'autisme, c'est-à-dire lorsque l'enfant autiste se dégage en partie de cette hypertonicité qui est un espèce de maintien en fait de survie, elle va se rendre compte que cette identification intracorporelle en fait se déploie de différentes façons à différentes étapes de la vie, et que quand on sort de l'autisme en fait on récapitule tous ces mouvements, toutes ces étapes de construction des premières identifications. Et ce qu'elle va mettre au jour, c'est que en fonction du développement de l'image du corps, mais pas seulement, de l'assemblage du sexuel infantile, eh bien, il y a des assemblages qui sont dans les tout premiers temps, qui se situent au niveau du regard, des auto-érotismes, et qui vont constituer une première étape de construction. C'est ce que d'ailleurs aussi César et Sarah Botella vont reprendre dans tout leur travail autour de la carence auto-érotique et de différents types de projections du regard, et comment il est intégré lorsqu'on arrive à pouvoir eh bien, intégrer, regarder, être regardé et se regarder.
Et donc c'est ce niveau de l'identification intracorporelle qu'elle a décrit de différentes façons, avec différentes étapes, rend compte de l'inscription de l'objet dans le corps même et dans l'image du corps, et aussi dans les auto-érotismes. Alors, ce sont deux voies de compréhension un peu différentes, l'image du corps et l'investissement de ces auto-érotismes et des zones érogènes, mais ils rendent compte de ces premières identifications intracorporelles qui sont encore bien souvent méconnues. Puisque nous parlons de la question de l'identification, j'aimerais vous demander quelles étaient les personnalités du monde psychanalytique et universitaire qui vous ont le plus marqué durant votre carrière. Autrement dit, à qui vous, Hélène Suarez-Labatte, vous identifiez-vous? Alors, c'est une vaste question, effectivement. Pourrait dire j'ai une pluralité d'identification. Et cette pluralité d'identification, en fait, elle s'est développée à partir de contacts avec des psychanalystes comme Simone de Cobert, qui était le médecin directeur qui dirigeait Claparède et que j'ai bien connu, d'autres psychanalystes comme Henri Sauguet, qui était celui qui a créé Claparède, et puis, alors bien sûr, on va dire Geneviève Vague, Florence Guignard, mais alors si je retrace le parcours identificatoire, ça a été un parcours finalement simultané dans la mesure où lorsque j'ai repris mes études à l'université de Nanterre, j'ai rencontré plusieurs professeurs qui ont été pour moi aussi des sources d'identification. Notamment Yves Thorey qui m'a fait découvrir la profondeur des travaux de Green, parce qu'on a eu un enseignement très approfondi des travaux de Green sur les états limites, et puis Dominique Cupa aussi, qui a été ma directrice de mémoire de maîtrise et qui m'a enseigné des méthodes de recherche et qui organisait à l'époque des colloques de jeunes chercheurs. Et auquel elle m'avait invité. Et donc ce parcours universitaire où l'enseignement de la psychanalyse a mené un certain nombre de mes camarades aussi à être très captivés et attractés par l'enseignement de la psychanalyse par les professeurs d'université. Et donc là, c'est une voie de recherche que j'ai continué à développer à travers ces images, en fait, ces identifications. Et puis, alors bien sûr, il y a la rencontre concomitamment alors avec mes superviseurs, lorsque je suis devenue élève à la SPP, Florence Guignard et Paul Denis, qui m'ont énormément apporté et qui continuent à m'habiter beaucoup dans leur mode de travail avec les patients, adultes ou enfants. Et puis il y a aussi la rencontre avec André Green. Ça a été un grand moment pour moi. J'ai été en supervision pendant 5 ans avec André Green et il m'a énormément apporté. Et, il me continue aussi beaucoup de m'habiter. Alors il y a bien d'autres personnes aussi. Alors bien sûr, du côté, on va dire, des épreuves, enfin des méthodes projectives et de l'enseignement des méthodes projectives, lorsque j'ai rencontré Catherine Chabert à Paris Descartes pour mon TVSS, là j'ai été extrêmement intéressée par ce double cursus qu'elle développait autour de son enseignement de la psychanalyse et puis aussi de son engagement comme psychanalyste. C'est une femme qui est engagée dans le travail auprès des patients très fortement, et puis aussi autour des méthodes projectives. Et donc là, je me suis dit, ben voilà, moi, ce chemin-là m'intéresse beaucoup, et il rencontrait aussi mes intérêts. Alors il y a aussi Rosine Debré, avec qui j'ai été assez proche à certains moments, et puis Michel Emmanueli, Monica Bocolt, à la fois des analystes et des universitaires. Et Françoise Coblence?
Alors Françoise Coblence, effectivement, c'est une rencontre extrêmement forte. Elle m'a demandé en 2012 si j'acceptais de rejoindre le comité de rédaction de la revue française de psychanalyse. Et j'ai rencontré une femme que j'ai énormément appréciée par à la fois son érudition, mais aussi sa modestie, son humilité et surtout son mode de relation. C'est une femme que j'ai beaucoup aimée et qui reste très vivante pour moi, malgré sa disparition qui nous a beaucoup peinés. Elle reste très vivante parce que elle trouvait toujours des solutions pour les auteurs. On pouvait être très très proche avec elle pour lorsqu'on était aux prises avec des questions. Non, c'est une femme vraiment qui a beaucoup aussi compté pour moi et qui rejoint aussi tout ce groupe de femmes engagées dans la psychanalyse que sont Catherine Chabert, Laurence Kahn aussi, qui sont pour moi des modèles aussi d'identification importants de par cet engagement envers l'humain. Une place extrêmement importante dans vos travaux est donnée à la notion de l'espace, de la mémoire et de la perte. Georges Perec de la psychanalyse française, vous abordez ces vastes chantiers à travers de la question des archives intérieures. Je vous cite, « Je propose de considérer les archives intérieures comme des espaces psychiques où sont conservés des contenus pulsionnels, parfois organisés avec une dynamique, parfois laissés dans un recoin de soi, dans des fonds oubliés, voire reclus, pour ne pas s'exposer à la douleur psychique de la perte. » Comment l'idée des archives intérieures vous est venue à l'esprit? Cette idée d'archives intérieures, elle m'est venue dans un premier temps, il y a plusieurs années, autour toujours de l'autisme, du fait que c'est une des sources en fait, mais que j'ai pu travailler sur un mode plus métapsychologique autour de traces, comme je disais tout à l'heure, qui sont parfois dans l'obscurité et qui ressurgissent via le transfert en séance. Et il y a peut-être aussi une autre source qui s'est trouvée, que j'ai pu peut-être rejoindre, c'est la question de l'exil de l'autisme et que j'ai mis aussi peut-être en lien avec ce que les exilés peuvent raconter de leurs archives intérieures laissées dans l'espace, on pourrait dire, d'un autre espace. Un autre espace dont ils ont été, on va dire, rejetés, qu'ils ont dû quitter. Et donc les liens entre pertes de ces traces mnésiques qui sont restées dans l'obscurité et qui ressurgissent à la faveur de réorganisation et qui deviennent des archives intérieures. Alors il y a des aspects aussi philosophiques qui m'ont amené à m'intéresser à cette notion d'archives intérieures, puisque Jacques Derrida s'est intéressé dans les années 90 à ce travail d'archives. D'ailleurs, il en a fait un ouvrage qui s'appelle Mal d'archives, et où il raconte aussi les liens entre Freud et les archives. Donc, un pas m'a amené à penser du monde intérieur aux archives intérieures. Et donc c'est dans cette on va dire pluralité de sources qu'est m'est venu ces éléments autour des archives intérieures de l'autisme, mais le travail de Ruth Zilberman sur 209 rue Saint-Maur rend compte dans ce merveilleux documentaire qu'elle a pu proposer, nous montre comment elle a été très délicatement justement elle est allée communiquer avec les survivants de la Shoah autour de ces archives intérieures, mais bien avant le traumatisme.
parce que c'est lié aussi aux aspects traumatiques, c'est le ressurgissement de ces archives intérieures. Mais aussi l'exil que vous avez vécu, votre famille a vécu. Enfin, ma famille, oui, oui. J'ai toujours vécu dans la perspective, ou en tout cas c'est ce qui m'a été transmis, parce que je pense pas que mes parents en ont parlé comme ça si clairement que cela, mais je me suis identifiée en fait à ce mouvement, que je pouvais partir de chez moi un jour avec mon sac à main et mes enfants, et puis voilà, et puis il fallait partir, parce que les événements faisaient que un danger se présentait. C'est ce qui d'ailleurs, je pense, m'a aidé à comprendre ce qui pouvait surgir dans l'autisme quand le danger de mort psychique et d'effondrement se présente. Et ce mouvement-là, je pense que ça a amené aussi à s'entrecroiser avec la mémoire des camps et de cette rencontre avec Ruth Zimmermann. Alors bien sûr, s'il y avait d'autres auteurs auparavant que j'avais rencontrés, que j'avais lus, Primo Levi, Georges Semprin, enfin bon, bien d'autres, hein, Robert Antelme. J'ai toujours été intéressée par justement cette dimension d'exil et cette dimension de captivité, enfin comment on conserve ces archives intérieures dans cette traversée de l'horreur. Cette dimension de l'exil, elle est aussi assez joyeuse parce que quoi qu'il arrive, et ça c'est peut-être aussi par rapport à un engagement autour de la liberté et de conserver la liberté et la vérité, c'est quoi qu'il arrive, on conserve ces archives intérieures, même dans l'horreur, enfin, bon, enfin, peut-être jusqu'à un certain point, mais je pense que ce sont des idéaux qu'il nous faut de nouveau transmettre compte tenu du changement du monde actuellement. Et que la psychanalyse doit effectivement être transmise pour justement soutenir ces luttes contre un totalitarisme qui amènerait à transformer la vérité. C'est tout le travail de Laurence Kahn qu'elle a développé là toutes ces dernières années, je soutiens beaucoup, mais qui, je vois, n'est pas toujours entendu comme j'aurais imaginé qu'il soit entendu, dans la mesure où le travail de Laurence Kahn nous amène à penser justement la fake news, le faux, au nom du vrai. Et pour pouvoir se dégager du faux, il faut pouvoir avoir constitué ce sentiment de liberté et de lien avec la vérité, mais depuis, on pourrait dire, le plus jeune âge. Mais du coup, le choix finalement de cette lettre de Freud pour le SPLF, ça prend tout un autre sens. Oui, parce alors que c'est comme si vous vous identifiez à lui d'une certaine manière. Alors, à un grand-père. Oui. À un grand-père que je n'ai pas connu, enfin en tout cas du côté maternel, et du côté paternel peu aussi, donc un grand-père qui pouvait penser justement la liberté, les liens avec la vérité, et qui, dans sa lettre, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le respect qu'il avait de ses enfants. Le respect de ses enfants qui étaient eux déjà exilés, puisque Ernst part en 1933 de Berlin, parce que là on voit que ça commence à aller mal, et que c'est à ce moment-là qu'il décide d'émigrer à Londres avec sa femme et ses enfants, et que Freud ne pouvait pas penser qu'il serait touché aussi par ce mouvement-là, et que cette lettre, elle rend compte justement à la fois du grand âge d'un homme qui a son passé avec lui, mais qui garde justement un jeu avec la vérité et la liberté. Parce que quand il dit « si j'arrivais en homme riche », alors j'ai trouvé cette phrase extraordinaire, parce que il commence déjà à repenser à sa collection, et qu'est-ce qu'il pourrait refaire de sa collection, et ça c'était pour lui extrêmement important d'avoir cette trace du passé, d'un passé très éloigné, et qui rendait compte justement de ces assises narcissiques objectales.
Donc cette lettre, pour moi, elle est d'abord une découverte parce que je l'ai lue pour le travail du rapport, mais je ne la connaissais pas. Et puis aussi, elle est très émouvante parce que c'est une lettre qui porte l'espoir aussi d'une femme, Marie Bonaparte, qui va réussir à convaincre à la fois l'homme Freud épris de liberté, qu'il va falloir partir, et aussi qui va être suffisamment nuancé et fine dans son approche pour pouvoir convaincre, pouvoir dealer, pourrait dire, avec les Allemands, parce que je pense que c'était vraiment un deal. Alors bon, bien sûr, de différentes façons il est compris actuellement, mais qui va sauver une partie de l'humanité, ou peut-être même toute l'humanité, de par cet engagement qu'elle a eu pour permettre à Freud et ses proches de fuir l'Autriche. La question du serin, parce que une question m'a été posée par Jean-Luc Badacci autour du serin et comment je comprenais cette métaphore du serin en cage. Et du coup, je n'avais pas fait le lien avec la question du serin en cage et de ce que le serin représente pour le mineur. D'ailleurs, Bernard Bensidoun en a fait un article dans la revue française du numéro du CPLF, et là, il rend compte, en fait, le serin, et ça, moi je le savais pas, mais bon, mon grand-père me l'a pas transmis, j'étais trop petite quand il est parti, et personne n'en reparlait dans la famille. C'est que le serin, pour le mineur, c'est celui qui va donner le signal qu'il va y avoir un effondrement dans la mine. Et donc, quand le serin alors je sais plus si c'est encore pour moi très... ça reste un peu flou parce que je ne sais pas si c'est le serin qui se tait ou si le serin qui commence à chanter. Mais je crois que c'est quand il se tait que... Enfin, je ne sais plus. Enfin, bon, en tout cas, il y a l'histoire, en tout cas, du signal de l'effondrement. Et que cette référence de Freud au serin en cage, c'est l'idée qu'il va falloir se réveiller avant que l'effondrement ne vienne anéantir le paysage. C'est extraordinaire, c'est très intéressant. Et donc voilà, c'est ça qui m'a fait réagir aussi à la question du serin dans l'après-coup. Et cette question de la mine, en fait, Freud est enfermé dans la mine nazie. Il va falloir en sortir. Et donc, la question des statuettes aussi est une façon de pouvoir s'évader vers une vie future si j'arrivais en homme riche, c'est-à-dire que malgré le fait que je ressors d'une mine qui est en train de s'effondrer et que, effectivement, grâce au serin, j'ai échappé à l'effondrement, je vais pouvoir recommencer avec l'aide d'ailleurs du beau-frère d'Ernst, qui est un homme, un antiquaire, je vais pouvoir refaire ma collection. Et d'ailleurs, Marie Bonaparte va sauver sa collection. Ça va lui coûter très cher, mais elle va sauver la collection et il va la recevoir. Alors j'ai fini par retrouver, parce que cette histoire des statuettes m'a beaucoup captivée, parce que je me suis dit, mais il a lutté beaucoup pour, au-delà de ses archives intérieures, il aurait pu garder, on pourrait dire, l'image de ces statuettes. Il en avait que 2 qui avaient pu être emportées lors de son exil, et il va les recevoir au mois d'août, et là il va, puisqu'il arrive au mois de juin à Londres, il va remercier sa princesse Marie pour lui avoir redonné vie alors à ce paysage qu'il avait construit et qui était même assez oppressant. J'ai eu la chance de
de passer quelques heures dans sa maison à Londres, car Maria Rod nous avait conviés lors d'un groupe de recherche dont je fais partie, qui est un groupe qui s'appelle Inspira et qui est un groupe qui en fait regroupe des thérapeutes d'enfants et d'adolescents autistes, et ce sont des thérapeutes de par le monde anglo-saxon et européen. Donc on a passé une journée dans la maison de Sigmund Freud en 2011, en octobre 2011, et j'ai pu rester quelques instants dans le bureau de Sigmund Freud, justement à regarder ces statuettes, à regarder tout ce paysage qui s'était lui-même, ce monde miniature qui s'était construit, pour pouvoir, alors je pense rêver aussi, mais aussi examiner. Ça, je l'ai pas mis dans le rapport parce que il y avait trop de choses, mais il passait, quand il avait une nouvelle statuette, il pouvait passer un certain nombre de déjeuners, parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps par ailleurs, pour pouvoir regarder sur toutes ses facettes la statuette et apprécier justement la façon dont les assemblages du corps étaient sculptés. Parce qu'il était, on pourrait dire, un fervent chercheur du mouvement, Freud. Dans ce texte, justement, vous évoquez les patients aux prises avec des archives mélancoliques méconnues, que vous appelez les archives du silence. Et vous remarquez que ceux qui ont traversé des pertes irrémédiables, chez qui le retour de souvenirs traumatiques peut être catastrophique, nécessitent un contre-transfert ayant des qualités d'enveloppe psychique sur mesure. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez sous un contre-transfert sur mesure? Alors, le contre-transfert sur mesure est une métaphore effectivement de couturière. J'ai été élevée dans un atelier de couturière, donc la question du patron, la question du sur-mesure vient rendre compte de comment chaque patient est différent et singulier, la singularité de chacun d'entre nous, auquel on va pouvoir dédier aussi un contre-transfert sur mesure. C'est-à-dire que certes, en séance, on a les apports de la théorie qui circulent, des superviseurs, enfin de toutes les personnes auxquelles on a pu s'identifier, mais dans ce contact, on pourrait dire, unique et singulier avec le patient, ce contre-transfert sur mesure va rendre compte justement de la complexité des mouvements à la fois identificatoires et traumatiques qui restent très imbriqués, voire parfois coincés, et qu'il va falloir petit à petit décomposer justement par ce mode de contre-transfert sur mesure, et qui rencontre aussi alors peut-être des interprétations qui pourraient être plaquées, en tout cas lorsqu'on est engagé parfois, et ça le négatif l'a montré souvent, on peut se retrouver dans des interprétations qui sont fausses ou qui sont défensives de la part de l'analyste, et que donc cette histoire de sur-mesure rend compte justement de la relation singulière qu'il y a entre l'analyste et le patient, et de la singularité du patient. Alors nous avons parlé beaucoup des lieux dans cet entretien, et il me semble tout à fait pertinent de mentionner le fait que nous nous retrouvons dans un lieu aussi singulier qu'emblématique aujourd'hui, la bibliothèque Sigmund Freud. Et je voulais vous demander, qu'est-ce que ça veut dire être psychanalyste aujourd'hui pour vous, Hélène Suarez-Labatte? Qu'est-ce que cela engage? Cela engage beaucoup de choses pour moi. D'ailleurs, d'abord, la bibliothèque, je suis très heureuse d'être dans cette bibliothèque Sigmund Freud de la Société psychanalytique de Paris.
Moi, j'ai toujours aimé les bibliothèques je ne manque pas de visiter les bibliothèques quand c'est possible, lorsque je visite des pays étrangers, parce que la bibliothèque est aussi une représentation des archives et des archives, de la pluralité des archives. Et que Borges l'a beaucoup montré justement dans son approche de la bibliothèque de Babel, comment on peut construire cette bibliothèque, la déconstruire, et que la notion de bibliothèque rende compte aussi des traces de la découverte de la psychanalyse. Et combien il a fallu aussi y prendre garde, puisque si Marie Bonaparte ne s'était pas mobilisée comme elle s'est mobilisée pour organiser le départ de Freud de Vienne, je ne sais pas si la psychanalyse serait encore on va dire une représentation encore vivante comme elle l'est actuellement. Et devenir psychanalyste a été pour moi un engagement important pour justement transmettre la psychanalyse et la transmettre sous ses différents aspects, aussi bien en séance avec le patient, à tous les âges de la vie. Mon expérience que j'ai auprès des enfants pour moi est très importante et je pense que beaucoup d'analystes qui s'occupent que d'adultes eh bien sont parfois étonnés, comme l'était d'ailleurs François Hartmann, de pouvoir découvrir des recoins isolés dans l'obscurité du fonctionnement psychique. Et être psychanalyste aujourd'hui, c'est aussi un engagement dans la cité. Je continue de travailler avec des institutions psychiatriques et notamment mon engagement auprès de l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois est pour moi un engagement à la fois clinique mais aussi militant, peut-être aussi comme un collègue disait avec Geneviève que nous étions des militantes, c'est-à-dire que c'est de pouvoir penser comment, eh bien, dans les moindres recoins de la société, la psychanalyse est importante à soutenir, à transmettre, et qu'elle est aussi la voie des voies identificatoires qui sont source de liberté et de vérité pour chacun des patients et aussi pour ceux qui travaillent avec ces patients. Dans votre travail clinique, les méthodes projectives occupent une place importante. En effet, grâce à Hermann Rorschach et son test, nous n'avons que peu de doutes aujourd'hui sur le fait que percevoir, c'est interpréter. Mais vous ne vous arrêtez jamais là. Et pour le 100e anniversaire du Rorschach, vous rédigez un texte tout à fait singulier où vous posez la question de la perception différemment. Je vous cite, « Face aux images, quelle dynamique habite le patient ? Est-ce que le patient cherche à interpréter la forme ou plutôt la définir ?» Alors, est-ce que c'est le travail avec la clinique des paysages autistiques qui vous a amené à poser la question de cette façon-là ? Et au fond, percevoir, c'est interpréter ou définir ? Il nous faudrait plusieurs journées de réflexion justement par rapport à cette idée de Rorschach, d'Hermann Rorschach, qui se posait la question, mais comment se fait-il qu'il y a des patients qui cherchent à interpréter les formes et d'autres qui cherchent simplement à les définir ? Cette phrase, je l'avais lue et relue je ne sais combien de fois dans le Psychodiagnostic, qui est son unique ouvrage qui est paru en 1920, juste après son décès. Mais en fait, c'est comme ça, c'est les mystères, on va dire, de l'attention et de la perception peut-être. Je suis revenue sur cette phrase là qui est de la page 2 du Psychodiagnostic, donc tous les collègues l'ont lu et relu, mais par rapport à l'autisme, j'ai eu comme une espèce de petite lumière en me disant mais finalement il est en train Hermann Rorschach se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'on interprète les formes. Et qu'est-ce qui fait qu'on interprète les formes ?
enfin certaines personnes, et notamment c'était dans une population, on va dire d'adultes qui présentaient, on va dire, des psychoses diverses et variées. Et ce qui l'avait intéressé, c'est la façon dont l'axe de symétrie, en fait, était perçu par le patient et qui l'amenait à pouvoir se référer à une partie d'un côté de l'axe et de l'autre partie. Et donc cette disposition à interpréter les formes, il la comprenait comme un retrouvaille avec le rythme spatial. Alors on voit que effectivement, on dit mais qu'est-ce que c'est le rythme spatial? Et le rythme spatial, c'est en fait dit Rorschach, et d'ailleurs ça n'a pas été démenti, et c'est ce qu'on aussi on peut retravailler avec un certain nombre de psychopathologies, c'est-à-dire que c'est une recentration du rythme autour de l'axe de symétrie. Et que ce mouvement qui se retrouve autour de cet axe rend compte aussi des constructions d'identification intracorporelle que Geneviève Vague a mis au jour. Et donc là, quand j'ai compris que ce mouvement-là, en fait, autour de l'investissement de la forme même, rend compte des travaux à la fois de Geneviève Vague, mais aussi de Laurence Kahn, des Botella, de Green, enfin d'un certain nombre de psychanalystes, j'ai pu reprendre on pourrait dire les aspects plus, les facteurs spécifiques qui sont donnés comme indicateurs d'analyse au Rorschach pour pouvoir penser justement la profondeur et les sous-sols de ces personnes autistes qui ont été reconnues longtemps intestables. En fait, en reprenant ces travaux, je me suis rendu compte que un certain nombre de patients qui avaient des enclaves autistiques présentaient ces difficultés d'intégration du rythme et parfois pouvaient simplement définir les formes ou les interpréter. Donc ça ouvre un nouveau champ de recherche parce que là on en est au tout début. Pouvez-vous nous dire ce que les méthodes projectives ont pu apporter de si singulier à l'étude des paysages de la clinique autistique? Les méthodes projectives m'ont permis, pourrait dire, de retrouver ce que j'avais trouvé dans le contre-transfert, mais sans pouvoir y donner vraiment sens. Et cette question justement d'interprétation des formes m'a permis, alors au Rorschach, de retrouver ce que j'avais pu éprouver à plusieurs reprises avec un certain nombre d'enfants qui présentaient des troubles autistiques, notamment autour de la construction du regard. Et de la construction du regard de façon, on va dire, à la fois spatiale, un œil, un autre œil, et puis au milieu, il y a une séparation entre les deux yeux, et que comment ce mouvement va pouvoir être réuni pour constituer le regard. Et ce regard qui va devoir être investi à la fois dans son rythme de lien entre soi et l'autre, mais aussi investi de façon tonique et investi aussi pour pouvoir lutter contre les mouvements de dépression de ces différents niveaux. Et donc dans un premier temps, en fait, c'est un aller-retour en fait entre ces mouvements de contre-transfert, de transfert et de contre-transfert via, on pourrait dire, les constructions des enfants dans ce lien transférentiel qui les a amenés à pouvoir assez, on va dire, par des symbolisations primaires et puis ensuite secondaires, rendre compte de comment ce niveau d'attention de l'analyste par rapport à ce que transmet l'enfant autiste est extrêmement important pour pouvoir penser justement comment s'intègrent les formes et les formes de lien entre les sensations, les affects et les représentations. Avant que le temps n'emporte ce moment, il me reste encore à vous remercier du fond du cœur et à vous faire publiquement le témoignage personnel de gratitude pour tout ce que nous avons appris et continuons d'apprendre avec vous. Ljuba Rakova-Caron, je vous remercie infiniment pour cet entretien qui a été
est très riche. Et je remercie également Naïl Webb de nous avoir accueillis dans la bibliothèque Sigmund Freud, ainsi que Vassilis Kapsambélis qui est à l'origine de cet entretien. Je remercie aussi Benoît Verdon, directeur du laboratoire de psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique de l'université Paris-Cité, d'avoir permis que cet entretien soit filmé. Et je remercie aussi Vadim Louette d'avoir pu filmer cet entretien. Et je remercie aussi Carnepsy d'avoir suscité cet entretien et de l'accueillir dans son journal. Merci beaucoup.